merci à toutes et à tous de vous être connectés à ce premier webinaire de l'année 2024 sur les témoignages inspirants des femmes en supply chain. Pour cette premier exercice de l'année 2024, j'ai le plaisir d'accueillir Valérie Dubois, qui est la directrice industrielle des ateliers de maroquinerie de Louis Vuitton. Valérie, merci d'avoir accepté ce challenge d'un tête-à-tête pour le premier exercice de l'année 2024. Ce que je te propose pour commencer, c'est peut-être de nous expliquer ton parcours jusqu'à ta position actuelle, donc de directrice industrielle. Très bien. Bonjour Marie-Laure, bonjour à tous. J'ai démarré ma carrière absolument pas dans le luxe, je l'ai démarré dans l'agroalimentaire et j'ai démarré en fait dans des fonctions qui étaient des fonctions supply chain, même en qualité, en logistique, en lien avec l'école que j'avais faite puisque je sortais d'une école, j'étais ingénieure agro à l'époque. Assez vite, en fait, il y a eu une opportunité. J'ai dû remplacer un responsable de production. Donc, on était dans une usine agroalimentaire. Et cette expérience a quand même été quasiment la première et en tout cas la plus marquante puisque je me suis attachée et j'avais une équipe de production. J'étais donc avec du management en direct et ça a été une révélation, pas qu'un tout petit peu, puisqu'en fait je me suis confrontée à des opérateurs, à des produits finis, à des contraintes de qualité, de juste à temps, de contraintes de R&D, de développement de produits. Et à partir de là, en fait, je me suis rendu compte en fait que l'impact que j'avais en agroalimentaire ou que j'avais sur les équipes était important et me permettait en fait d'aller sur des sujets qui m'intéressaient. De fil en aiguille, en fait, assez vite, on m'a proposé un poste de responsable de production de l'ensemble de l'usine. Et puis, quelques années plus tard, en fait, à 29 ans, je deviens directrice de site, directrice d'usine. Et là, l'élément évidemment marquant qui peut évidemment faire sourire beaucoup de femmes, c'est que je me suis posé la question en disant mais pourquoi on m'a demandé ça à moi comme si mes patrons de l'époque n'avaient pas été capables de m'évaluer. En tout cas, évidemment, l'élément, en tout cas la légitimité que je pouvais avoir n'était pas forcément de mon côté extrêmement clair. N'empêche que j'y suis allée, je me suis pas posé 10 000 questions, je me suis dit effectivement ils me font confiance, allons-y, non sans difficulté, puisque c'est un parcours qui était apprenant. Mais donc j'ai réussi ce premier poste et puis ensuite j'ai eu d'autres postes de direction de site jusqu'à devenir directrice industrielle d'une petite activité, mais qui était une activité en fait qui faisait de la pâtisserie. Il y avait 4 sites de production et qui faisait de la pâtisserie. Et là j'ai touché en fait, je commence à toucher quelque part de la pâtisserie de luxe. C'était des petits fours qu'on faisait à l'époque. Et ça m'a amené sur un premier sujet qui était l'attention extrême aux produits, le lien avec non pas des opérateurs de production, mais pour faire un petit four, il faut des pâtissiers. Donc, il faut du savoir-faire. Et là, finalement, c'est un premier pas sur cette qualité, ce détail précis aux produits. Je passe quelques années et puis en 2013, je suis approchée pour intégrer Louis Vuitton. J'arrive donc en 2013 dans la maison Louis Vuitton et j'arrive comme directrice des ateliers qui sont en Vendée. C'est un assez gros site. Il y a aujourd'hui 900 personnes. À l'époque, il y en avait 700. Et donc, je rentre dans l'univers de la maroquinerie, l'univers du luxe et puis l'univers du manufacturing assez différent des industries de process quand même et de l'agroalimentaire. Voilà. J'y suis restée 5 ans et en 2018, je passe une nouvelle étape puisque je deviens directrice industrielle en charge pour le coup de l'ensemble des ateliers sur le territoire français. Aujourd'hui, c'est finalement une activité de 9 sites répartis sur l'ensemble du territoire français et en l'occurrence, c'est quasiment 5000 collaborateurs qui fabriquent des produits de maroquinerie pour Louis Vuitton. Très bien, donc tu es passé de la qualité à la gestion des opérations, de la pâtisserie à la maroquinerie. Tu gères 9 sites, 5000 collaborateurs. Je pense que tu es un vrai témoignage inspirant pour les jeunes qui nous écoutent. Première question, est-ce que tu as dû lutter contre des stéréotypes de genre ? Alors, assez peu.
Si ce n'est ce peut-être initialement que je m'étais moi-même mis, hein, c'est ce que j'explique quand je me dis, on me propose un poste et finalement pendant assez longtemps, quand j'étais sur mes premiers pas de directrice de site, à chaque fois qu'on me posait la question de pourquoi et ce que je faisais, je disais toujours, j'ai eu la chance, comme si j'avais joué au loto, de devenir directrice de site. Je pense que en fait, les premiers freins venaient initialement probablement un peu de moi, ne serait-ce que même dans la façon dont je me présentais aux autres quand je parlais de mon job. Assez peu après, ou en tout cas, je les ai dépassés, même si finalement j'ai quand même finalement au milieu et de directeur d'usine quand j'étais dans l'agroalimentaire et même de directeur là de nos sites de fabrication, était plutôt dans un environnement qui était masculin, mais dans un fonctionnement en fait qui était un fonctionnement d'équipe. D'accord. Bon, moi j'ai déjà un premier stéréotype de genre quand je pense à la direction industrielle et à une femme. Comment tu arrives à équilibrer vie pro, vie perso? On sait que c'est un environnement où on est dans le cœur du réacteur. Certainement que voilà, le quotidien n'est pas forcément facile à gérer. Comment toi tu arrives à équilibrer ça, vie pro, vie perso, quand tu rentres à la maison, tu arrives à couper? Alors, c'est probablement plus simple maintenant. Je vais juste vous dresser quand même le panorama un tout petit peu de ma vie privée, parce que mes enfants maintenant, j'ai un fils qui a 22 ans et une fille qui a 19 ans. Autrement dit, je n'ai plus à gérer le sujet des enfants, mais je l'ai eu puisque finalement, mon fils est né quand j'avais 30 ans, donc je venais de démarrer sur un poste de direction de site. Quelque part, le sujet, en fait, il a fallu que je me pose la question de quel parent j'allais être. Je pense qu'aujourd'hui, il y a cette question-là, il faut se la poser. Il faut se la poser quasiment même avant d'avoir des enfants pour répondre assez simplement avec ce qu'on est tout à chacun. Le temps qu'on passe avec ses enfants, doit-il être du temps et de la longueur, des heures et des heures, ou du temps que je vais passer, mais que je vais finalement remplir avec des activités et avec des moments qui sont privilégiés, avec de l'interaction. Et donc, moi, j'avais fait un tout petit peu cet exercice-là en disant je serais peut-être pas présente longtemps. C'est pas le temps qui compte, mais c'est les moments que je vais passer et c'est voilà ce qui passera entre nous quand on fera des jeux, des activités et ainsi de suite. Donc ça a été un premier sujet. Je pense que c'est important de se la poser cette question-là. C'est important de l'échanger pour éviter ce sentiment de culpabilité en fait, parce que sinon il arrivera à chaque fois qu'on doit rentrer tard, à chaque fois qu'on a à organiser un déplacement, et il faut qu'on ait un tout petit peu répondu à la question. Après, moi, j'avais avec mon mari, on avait fait un choix qui était un choix d'organisation. On avait une jeune fille au pair, ce qui moi me permettait en fait de dormir ou en tout cas de travailler tranquillement dans la journée, en sachant en fait que le soir, je retrouverais mes enfants dans une organisation en fait qui était une organisation à la maison et non pas une espèce de tour des nounous qui ferment ou des garderies qui ferment à telle heure et il faut absolument être sorti en temps et en heure. C'est un deuxième choix que j'ai fait pour organiser et réussir ce temps. Et puis après, j'ai un troisième élément dans mon organisation personnelle qui est pour le coup, je sais que certains hommes ou femmes ou collègues partent à un moment donné du travail et réussissent à retravailler le soir. Moi, j'ai besoin de couper en fait. Donc, quand je quitte le travail, je le quitte complètement. Je ne réouvrirai pas mon ordinateur, sauf cas exceptionnel, quand on a une présentation voilà, très importante, mais je ne réouvrirai pas mon ordinateur et je sais que la soirée, je la consacre voilà, à ma famille. Voilà, bon an, mal an, je dis pas que ça a été toujours simple, mais en tout cas, c'est parti pris, moi, m'ont permis à chaque fois. Le sujet le plus compliqué, c'est de ne pas avoir ce sentiment de culpabilité en continu. Sinon, c'est ça qui est difficile à vivre. Et on peut pas s'épanouir au travail quand on a un petit, voilà, un petit nœud au milieu de l'estomac sur le sujet de sa famille ou son sujet perso. Et du coup, à quoi ça ressemble une journée type d'une directrice industrielle ? Alors, directrice industrielle, donc avec des ateliers. Donc, en fait, j'ai 2 journées types. Hein. J'ai une journée type qui est ici, quand je suis au siège à Paris, avec assez simplement, en tout cas, plutôt des sujets de réunion, de coordination et d'échange. Et ensuite, l'élément majeur, c'est de revenir, comme tu le disais tout à l'heure, au cœur du réacteur. Et donc, toutes les semaines,
je suis sur tous les ateliers ou sur chacun des ateliers que je visite, donc au gré de mes déplacements en France. L'intérêt là, c'est d'aller en interaction avec les équipes sur leurs sujets extrêmement opérationnels, les produits. On développe des collections tous les trimestres. Notre sujet, la nouveauté, l'industrialisation, le maquettage sont au cœur de nos activités. Donc en fait, ne pas rester à Paris, mais aller là où ça se passe, là où naissent les produits, là où on les fabrique. Évidemment, c'est en tout cas extrêmement intéressant pour moi et d'une certaine façon ressourçant, et c'est important pour moi et ça fait partie en fait moi de mon ADN. Et puis être aussi au cœur évidemment et dans l'interaction avec l'ensemble des équipes. Tu parles beaucoup depuis le début de l'interview de toute ta relation que tu as avec le produit, que ce soit dans la pâtisserie, la maroquinerie. Ça, c'est important pour toi d'avoir du sens. Oui. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça donne du sens. C'est pour moi l'élément de curiosité, l'élément qui amène tout au long, en tout cas là, moi, de mon parcours, du sens à ce que je fais, parce que derrière un produit, il y a ceux qui l'ont fabriqué, ceux qui l'ont pensé, ceux qui ont travaillé, tous les services supports qui ont travaillé pour présenter un produit, et puis il y a un client derrière. Et on est dans cette interaction de ce qu'on fait. On le fait parce que on va se retrouver avec ce produit, avec un élément un peu magique dans un magasin pour un client. D'accord. Est-ce qu'au niveau du travail, tu as des tips à nous partager pour tout ce qui est positionnement de certaines limites dans ton quotidien? Est-ce que tu as des choses que tu peux partager pour les gens qui nous écoutent? Alors, oui. Alors, au-delà des limites, moi, j'en aurais déjà un premier, c'est à quelques moments que ce soit dans sa carrière, et en particulier quand on démarre, c'est pas si simple que ça de se dire je vais faire une carrière et je vais aller dans tel métier. On a beau en entendre parler, est-ce que ça va nous convenir? Est-ce que c'est de ça dont on a besoin? Est-ce que c'est ça qu'on a envie de construire? Moi, j'aurais surtout envie de dire, donc au début, mais tout au long de sa carrière, oser tester des choses, oser prendre des emplois les uns après les autres parce que certains nous conviendront mieux que d'autres, parce qu'on a un apprentissage en continu. Et pour moi, à 20 ans, à 40, à 50 ou à 60 ans maintenant, évidemment, et bientôt, pour tous ceux qui auront évidemment des carrières longues, en fait, l'apprentissage en continu tout au long de sa carrière, c'est ça qui maintient du sel dans une carrière professionnelle. C'est ça qui donne finalement, qui permet de rester alerte tout au long de sa carrière professionnelle. Donc, il faut oser, oser changer, oser tester des choses, et puis oser se rendre compte surtout qu'on va trouver des choses extrêmement intéressantes. Et ça permet en particulier un deuxième élément extrêmement fort, c'est gagner en confiance en soi. Et on se retrouve assez souvent quand on ose faire quelque chose, quand on le réussit, on gagne évidemment à chaque fois une très bonne dose de confiance en soi. Quand on démarre, quand on continue sa carrière, quand on est une femme ou pas, la confiance en soi, c'est ce qui demain construira les next steps suivants. Donc le deuxième élément, c'est oser avoir confiance en soi et se construire tout ce qui permet d'accéder à ça. Deuxième pavé, c'est les changements de job sont importants, sont parfois ceux justement, donc c'est un petit peu en lien avec ça, sont parfois ceux qui parfois nous font un peu réfléchir. La notion de coaching, aujourd'hui, à une époque, on avait des coachings quand on était en difficulté dans son travail. La notion de coaching aujourd'hui, quand on change de travail ou après quelques mois, quelques années, pour moi, est aussi important toujours pour ça, parce qu'elle permet quoi? Il permet quoi, le coaching? Il permet de regarder dans le rétroviseur, de regarder ce qu'on a fait, ce qu'on sait faire avec une tierce personne, et de se rendre compte assez vite, justement, de ce qu'on a très bien fait, ce qui donne toujours cette fameuse dose de confiance en soi, et évidemment, aussi les axes de travail, parce qu'il en faut, et parce que c'est aussi comme ça qu'on se construit. Tu as fait appel à un coach, toi, Valérie? Oui, j'en ai eu un quand je suis devenue justement directrice de site. Directrice industrielle, pardon. Ouais. D'accord. Et tu en as retiré quoi d'un point de vue personnel? Donc, tu expliques bien que ça t'a permis de gagner de la confiance en toi, etc. Mais concrètement, ça apporte quoi? Tu parlais d'avoir un regard différent. Ça enlève l'émotion peut-être de ce qu'on a vécu.
ça permet peut-être de le prendre Ça avec un donne petit... l'objectivité. Ça donne l'objectivité d'une tierce personne à qui on explique des situations qu'on a vécues, la façon dont on les a traitées et gérées, et de se rendre compte que cette personne dise, bah effectivement, vu comme ça, avec ce que tu me racontes, ça veut dire que tu as délivré ça, ça veut dire que tu es tel ou tel type de personne. Ce regard-là, parfois, on a du mal à l'avoir soi-même en toute objectivité, en fait. Ben, ça, évidemment, ça aide à ça. Et un peu de la même façon, moi, j'ai eu aussi la chance de faire un 360. Là, c'était quand j'étais directrice de site, ça faisait 3 ou 4 ans. Voilà, j'étais au milieu de mes collègues et j'ai eu des retours de ce 360 extrêmement intéressants où un ou deux collègues m'avaient en l'occurrence dit, mais Valérie, tu te doutes pas de l'impact que tu peux avoir. Ben non, en fait, moi, j'avais l'impression d'être la petite dernière arrivée dans cette énorme maison qui était Vuitton. Et ça, oui, ça a été structurant. Parce que à ce moment-là, je me suis dit, ah bon, bah en fait, voilà l'image que je renvoie, évidemment assez intéressant. J'ai une question sur la partie inspiration. Qu'est-ce qui t'anime quand tout va mal autour de toi? Est-ce que ça t'arrive et qu'est-ce qui t'anime? Alors, quand tout va mal. Alors, il y a une chose qui m'anime. Et en tout cas, je me vois parfois l'avoir dit parfois à mes équipes, il y a quand même un premier sujet. On a la chance de faire en tout cas un travail intéressant, palpitant, certes qui va vite, mais il n'y a pas mort d'homme en fait quand il y a des problématiques. Donc le premier sujet, c'est quand même à un moment donné de prendre un peu ce recul-là. Ce qui amène d'ailleurs, tout à l'heure tu me demandais un conseil, il y a un risque que l'on a aujourd'hui quand on est dans les opérations, c'est d'être la tête dans le guidon. Prendre ce moment de recul régulièrement, relever la tête un peu du guidon pour se dire mais pourquoi je fais les choses, avoir un tout petit peu cette vision, ou en tout cas se dire que si je l'ai fait pour ça, c'est parce que voilà la vision, voilà la stratégie qu'on emmène, pas tout seul, à plusieurs dans une équipe, ce qui permet ensuite de planifier des actions, d'être finalement un peu dans l'anticipation. Je pense que c'est juste quelque chose qui est essentiel et qui permet quelque part, quand on a un peu l'impression que tout va mal, de relever la tête, de voir la vision à un plus long terme et puis de retrouver un peu d'oxygène, je veux dire, quand on est comme ça pressé par le monde des opérations. Et donc, comment tu fais, Valérie? C'est quoi ton secret? Annie de chez Alstom, elle allait en forêt. Ouais. Toi, c'est quoi? C'est quoi? Alors, j'en ai deux. J'en ai un premier, c'est le midi. En fait, les journées de travail peuvent être parfois extrêmement longues. Moi, j'ai parfois le besoin le midi de couper. Et donc, faire une pause le midi, rien que pour moi. Alors, ça passe par des trucs qui peuvent être extrêmement basiques. Aller chez le coiffeur, faire un spa, faire un massage, ça me permet, moi, de faire une coupure, réfléchir à des problématiques, finalement, qui sont montées à un moment donné, qui me nécessitent juste que je me pose sur le côté. Voilà. Ça met le cerveau un peu de côté de cette course un peu effrénée et ça permet en fait de reprendre un peu de hauteur sur les sujets. Ça c'est quand je suis voilà, tout au long de la semaine, quand on galope un peu tous. Moi, je me suis rendu compte, j'étais quelqu'un qui disait à tout le monde que je détestais courir, faire du running le week-end. Et ben en fait, mine de rien, depuis 3 ans, je cours. Et ben ça vide la tête. Et donc c'est aujourd'hui un deuxième moyen que j'ai qui est voilà, ça marche plutôt pas mal. Voilà. Donc je sais pas comment je faisais les week-ends précédents, mais il y a 3 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, mais en tout cas aujourd'hui c'est aussi un deuxième élément qui me permet en fait de assez bizarrement, mais en fait quand on court, on pense peut-être à rien, on pense à l'environnement plus qu'à voilà, te recentrer sur toi, en fait, avoir un moment pour toi qui te permette de repartir, en fait, d'avoir de l'énergie. Est-ce que dans ton parcours, tu as eu des rôles modèles, des rencontres qui ont été décisives? Et si oui, est-ce que c'était des rencontres des hommes ou des femmes? Alors, il y a, oui, il y en a, il y a eu deux. En tout cas, deux auxquels je pense immédiatement.
Mon premier patron, en fait, celui qui assez vite, justement, me dit à 29 ans, écoute Valérie, prendre une direction de site, voilà, vu ce que tu as fait jusqu'à maintenant, vas-y, essaye, lance-toi, n'hésite pas, demande de l'aide, mais vas-y, lance-toi. Et en l'occurrence, il m'avait dit quelque chose qui est franchement resté ancré dans ma tête et que je dis parfois un peu aux équipes dans dans ce besoin parfois qu'on a dans les missions, à partir du moment où on a des responsabilités, beaucoup ou pas beaucoup, cette notion de ownership. Il m'avait dit en fait, et si c'était ton entreprise, comment tu ferais? Ben effectivement, moi je l'ai gardé parce que je pense qu'à chaque fois qu'on se retrouve tous, de près ou de loin, confrontés à des situations de management, de décision, voilà, si c'était notre entreprise, eh bien, il y a plein de décisions où la réflexion, la façon d'y aller, elle amène quelque part, en tout cas, cette petite phrase, moi, elle m'amène à prendre la mesure de la responsabilité qui m'est donnée et à envisager le sujet probablement, en tout cas, avec l'importance qui est nécessaire. Voilà, donc ça, c'est un premier, je vais dire, un premier rôle modèle dans sa façon. Enfin, et en l'occurrence, lui, c'était le patron de l'entreprise. Et donc, évidemment, quand il me disait ça, il parlait, lui, de son entreprise. Donc, voilà, j'avais toute raison de le croire. Et puis, la deuxième, c'est une directrice des ressources humaines qui était entière, qui n'a pas peur, voilà, de prendre des risques, d'oser, d'être soi-même. Et elle aussi, elle m'a finalement appris à m'affirmer, à devenir quelqu'un en disant tu as des convictions, tu es en capacité, ben vas-y, quelque part lâche-toi. Alors, je vais rebondir là-dessus, Valérie. S'affirmer, se positionner, oser. Plus on monte dans la sphère hiérarchique, plus il faut apprendre à composer. On est d'accord. Comment tu fais pour composer avec les décisions des autres? C'est pas toujours un long fleuve tranquille, t'es pas forcément toujours en adéquation avec ce qui se passe. Ouais. Comment tu fais? Pour moi, le sujet n'est pas tant le sujet de composer, mais le sujet initial, il est, je reviens quand même au point un peu initial de quand on est ensemble en équipe sur nos sujets industriels, quelle est la vision? Quels sont nos enjeux? Quels sont nos objectifs? À partir de là, en général, on génère quand même des plans d'action et des moyens, ou en tout cas des actions et des décisions qui vont dans le même sens. On n'est parfois pas d'accord. Après, le sujet, il est plutôt un sujet pour moi pareil, pas de composition, le sujet, c'est un sujet d'influence. Ouais. Quand on a des convictions, quand on a des points qui nous semblent importants, il faut parfois faire des compromis dans les décisions, mais il faut rester, je vais dire, attentif en tout cas à ce que certains des éléments qui sont des éléments clés, un peu comme dans une négociation, voilà, être ferme parfois sur les éléments qui nous semblent, qui sont les éléments, voilà, que l'on s'est mis en priorité parce que c'est les éléments sur lesquels qui nous paraissent indérogeables. Par contre, à côté de ça, il faut avoir de la souplesse. Si effectivement 100% du scope dans une discussion ou dans une négociation est indérogeable, c'est pas possible. Après, comme dans toute négociation ou influence, il y a une partie sur laquelle on dérogera pas, il y a une autre sur laquelle on fait des compromis en fait. Et pour moi, c'est en continu cet échange-là dans les interactions au moment où il peut y avoir de l'accrochage ou sur le moment où on n'est pas d'accord. Donc, pour synthétiser, c'est prendre conscience de tous les éléments sur lesquels il n'y a pas de négociation à avoir, parce que ça fait partie des prérequis, et s'adapter, travailler son influence pour évidemment coller le plus possible à ce périmètre, et sur le reste, mettre en place de la souplesse pour trouver un compromis. Oui. Très bien. Est-ce que tu aurais une devise à nous partager au-delà de oser tester les choses? Est-ce que tu as une autre devise, peut-être pour motiver la jeunesse qui nous écoute
à intégrer le monde des opérations qui manque cruellement de compétences, on le sait, alors que la France a besoin de cette ressource. La France veut se réindustrialiser, donc il faut être attractif pour ce secteur. Est-ce que tu aurais une devise ou quelque chose pour les attirer, en fait, ces jeunes vers ces métiers des opérations? Alors, une devise pour les opérations, je sais pas, je vais y réfléchir d'ici la fin du webinaire. En fait, non, là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. La devise, quand même, d'oser, avoir confiance en soi, donc se lancer, donc entrer là où parfois les opérations peuvent faire peur. Par contre, alors, à la fois, quand on y est, déjà, ça fait drôlement moins peur, en fait. Donc, une fois qu'on a passé le cap, évidemment qu'il y a plein de métiers extrêmement intéressants. Et puis, en fait, c'est le meilleur pour moi. Je pense que tout à l'heure, tu as utilisé l'expression, c'est le cœur du réacteur. C'est de là qu'on comprend la valeur ajoutée, comment finalement se construit dans une entreprise, alors une entreprise de fabrication évidemment ou de supply dans sa globalité, comment se construit la valeur ajoutée, quels sont les intervenants, et autour ensuite il n'y a pas que la fabrication, et nous c'est exactement le cas, il y a des métiers support dont on a évidemment extrêmement besoin. Les métiers aujourd'hui autour de la matière première, autour du développement produit, sont évidemment des métiers en fait qui permettent de toucher du doigt, et chez nous-mêmes qui ont un peu, qui peuvent même attirer des talents avec, je vais dire, une approche même un peu artistique quand on est sur du maquettage, quand on est sur du développement produit. Aujourd'hui, les notions d'agilité, de réponse client, en fait, quand on est sur, moi je dis maintenant assez souvent, ne pas produire des produits qu'on ne vendra pas, évidemment, c'est la clé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir la bonne réponse client pour s'adapter exactement en termes d'agilité aux besoins, c'est ce qui motive aujourd'hui nos métiers, les métiers de planification, les métiers d'ordonnancement autour de la supply chain. Métier passionnant, avec une complexité qui permet à un moment donné à des gens en fait qui ont envie d'être sur ces métiers-là, vraiment de s'éclater, c'est le cas de le dire. Et puis le dernier pavé, en fait, on peut se dire, ah, et moi quand je suis rentrée dans la maison, je pensais effectivement, quand on parlait de métiers artisanaux, on allait tomber sur des artisans, ça c'est sûr. Les uns ensemble ou pas, d'ailleurs, j'avais même peut-être pas trop l'idée, mais en tout cas, j'étais évidemment loin et je me disais que j'allais pas trouver une industrie de process. Mais au-delà de ça, on a surtout du savoir-faire. On a donc ce lien dont tu parlais tout à l'heure avec des produits. Qui dit savoir-faire dit le lien avec la qualité, dit le lien avec l'explication pour nos clients de comment on fabrique. Et puis derrière tout ça aujourd'hui, quand je parle du bon produit fabriqué au bon moment, il y a un lien évidemment extrêmement fort avec le développement durable. Et aujourd'hui, que ce soit en interne, nos artisans, que ce soit nos services support, que ce soit aujourd'hui les gens, les jeunes ou les moins jeunes en recrutement, tout le monde nous pose la question en fait, comment faire, comment on avance. Aujourd'hui, fabriquer les produits au plus juste, et on a un énorme aujourd'hui chantier qu'on démarre autour du développement durable sur ce qu'on appelle le waste, en tout cas les déchets, générer de moins en moins de déchets dans un environnement aujourd'hui qui se doit de plus en plus durable. Ça donne aussi des missions qui permettent en fait d'aborder beaucoup de métiers extrêmement différents, de rentrer de plein de façons différentes en fait dans les opérations et d'y trouver quelque part un peu son bonheur pour ensuite continuer d'évoluer en fait. Voilà. Donc, on peut dire que tu es rentré un petit peu par hasard dans les opérations puisque tu es arrivé via la qualité. C'était pas ce vers quoi tu allais au démarrage. Est-ce que tu dirais à la jeune directrice, à la personne qui est rentrée dans les opérations que c'était une prise de risque avec le recul, ou est-ce que tu te dis j'ai eu le nez creux, finalement c'est the place to be. Moi j'ai trouvé le slogan, les opérations c'est the place to be. Qu'est-ce que tu lui dirais à la jeune Valérie Dubois quand elle a commencé sa carrière professionnelle? Est-ce qu'elle s'attendait à tout ça? Est-ce que non. Bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est pour ça que oui, c'est une prise de risque, mais
quel risque je prenais. Ok, que ça marche pas, voilà, que je décide à un moment donné de revenir à un autre métier, de basculer. Enfin, aujourd'hui, cette agilité, voilà, à la fois dans le contenu de ce qu'on a dans nos métiers ou dans la capacité à changer de job, c'est évidemment quelque chose que les uns et les autres on peut vivre au quotidien. Et je pense qu'en fait, il faut les prendre, il faut les faire ces paris en fait. Voilà, ça, c'est aussi ça qui permet d'avoir confiance en ben soi. oui, et puis de trouver, de tomber sur des pépites, de réussir des coups de maître aussi parfois, de se dire bah tiens c'est le métier qui m'intéresse le plus et je suis fait pour ça, ou à l'inverse bah je vais rebondir et je vais faire autre chose. La force, la, la, un des éléments, tout à l'heure tu me demandais aussi des tips dont on pourrait se parler, c'est ensuite la force du réseau. Il faut partager, alors il y a sa propre expérience, mais il y a finalement le réseau qu'on va pouvoir aussi se forger autour de soi, entendre parler chacun des personnes qu'on pourrait avoir de près ou de loin dans son réseau, qui ont des métiers plus divers les uns que les autres, dans des environnements, dans des secteurs très différents. Les entendre s'exprimer, les entendre réagir sur leur métier, ça nourrit aussi de quoi demain, voilà, se retrouver, décider de changer, décider de creuser, enfin, voilà. Donc la force du réseau, pour moi aussi, dans les conseils, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que ça nourrit. Voilà, ça aussi, ça porte de la même façon ses fruits que sa propre expérience. C'est l'essence même de la communauté des femmes en supply chain qu'on est en train de créer justement. C'est d'arriver à générer ce fameux réseau, cette entraide, ce partage, comme tu le disais, que les femmes ne se sentent pas seules en fait dans certains environnements. Bon, depuis le début, on dresse quand même le portrait d'une direction des opérations. Bon, c'est pas toujours rose non plus, la direction des opérations, Valérie, on va pas se mentir. Je lisais dans les questions. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur le site. Il y a une question qui dit comment tu as réagi quand tu as eu à gérer un gros problème comme la pandémie. Voilà. Bon, oui, en plus, on a eu une actu quand même récemment assez forte, mais les impacts de la géopolitique, enfin la gestion des risques, les crises en fait. Et est-ce que tu penses qu'en tant que femme, tu utilises des leviers différents, j'ai envie de dire des leviers genrés, je suis désolée, mais je vais utiliser ce terme-là, pour justement solutionner ces crises ou faire face avec une approche peut-être différente de ce que pourraient avoir tes homologues masculins avec lesquels tu as pu échanger, ou est-ce qu'au contraire tu penses que c'est plus lié non pas au genre mais à la fonction? Ouais, je sais, elle n'est pas facile celle-là. Je vais me faire des copains, dis donc. Ah là là, je vais. Ce que je pense ce qui a été important, ça a été un élément extrêmement marquant et extrêmement fédérateur, la pandémie. Fédérateur, moi, à la fois dans l'équipe que l'on était, nous, la direction industrielle chez Louis Vuitton, et mon équipe de directeurs de site. On était face à un énorme problème et ça a resserré extrêmement fortement les liens pour trouver des solutions. Je pense qu'en fait, pour le coup, à cette époque-là, on était finalement tous dans le même bateau. Le sujet aujourd'hui, on était tous dans le même bateau et on avait qu'une envie, c'était d'amener des solutions, de trouver une solution commune et en particulier d'inventer, parce que en fait, un des sujets quand même, là, on n'avait pas la vision. Donc, on n'était pas en train de construire un plan d'action sur la vision, on était plutôt en train de construire finalement un plan un petit peu court terme, mais qui était à un moment donné orienté sur un sujet. Et souvent, quand même, c'est pour ça que tu vas dire, je reviens toujours, là, notre sujet n'était pas tant les produits que les hommes. Et en fait, ce qui nous a motivés, ce qui nous a fait travailler ensemble, on n'avait qu'une seule envie, c'est qu'on savait qu'on avait cette espèce de risque au-dessus de la tête et que le travail de fond était comment on sécurise le retour au travail de nos équipes en production. Se mettre à leur place et quelque part ensuite, ça marche pour tout. Et c'est pas genré, mais pour moi, c'est pas genré ou pas genré. Le sujet à ce moment-là était de se dire si on était eux, et d'ailleurs, tout à chacun, on avait aussi notre propre, voilà, on avait
des peurs pour certains, des envies d'accélérer pour d'autres, des envies d'aller plus ou moins vite en fonction de nos différentes personnalités. L'élément quand même extrêmement, oui, qui nous a fait travailler ensemble, ça a été nos équipes, comment elles reviennent au travail, comment elles sont sécurisées. Et le meilleur compliment qu'on nous ait fait, c'est qu'à un moment donné, on a des équipes qui nous avaient dit, mais revenir au travail, c'est plus safe que d'aller faire 3 courses au Super U du coin, quoi. Oui. On s'était dit, on a réussi le job quand on a fait ça. Après, non, un des éléments, en tout cas moi, qui me motive, et on a fait des gros changements structurels depuis quasiment 2 ans ou 3 ans sur nos organisations du travail, c'est systématiquement avoir deux paires de lunettes quand on est sur ça. C'est très structurant. On va venir transformer en profondeur des organisations. Elles sont importantes pour le business et pour l'entreprise, et on sait pourquoi on les fait. Mais il faut systématiquement se mettre des deux côtés. Et donc, en fait, quand on change une organisation du travail, systématiquement, oui, le parti pris, c'est oui, vu de l'entreprise et vu des collaborateurs. Oui. Parce que l'impact, Les deux précis. voilà. Je dirais que c'est probablement dans beaucoup de choses aujourd'hui qui motivent mes actions, un angle d'attaque qui me permet assez facilement, enfin pas facilement, de trouver des solutions, mais sur lequel je vais assez facilement pour se dire, en fait, c'est le meilleur moyen qu'on aboutisse. Voilà. C'est plein de complexité ensuite, parce que souvent, il y a des éléments qui sont évidemment antinomiques, mais pareil, c'est comme ce qu'on se disait tout à l'heure. Sur quoi on ne veut pas déroger? Quels sont les éléments au cœur du système? Et puis autour, quels sont les choix que l'on fait qui vont finalement amener, comme tu le disais, de la rondeur, pourquoi pas, ou en tout cas amener un dispositif qui correspondra au plus grand nombre. Est-ce que tu as dû faire face à des postures déplacées dans le cadre de ton expérience professionnelle? Et si oui, comment tu as réagi en tant que femme? Est-ce que tu as eu à faire face à ça? Alors, c'était pas déplacé envers moi, mais quand on fait partie de comités de direction avec pratiquement que des hommes, on a quelque part une réunion d'hommes. Et donc, on avait, que ce soit, je l'ai vécu en l'occurrence dans les 2 entreprises, mais on a des envolées lyriques, du meilleur en ceci ou du meilleur en cela. On avait des prises de bec avec des gens qui parlaient fort. Et à l'époque, dans les 2 sens, j'ai dû parfois, moi, faire un travail de fond pour me mettre à parler fort, comme prendre la parole. Voilà. Et donc ça a été un sujet. Alors, c'était pas déplacé de leur part, mais c'était un comportement où j'ai dû trouver ma place et faire ma place. Mais c'était pas si simple. C'est pas si simple quand on a une petite voix et qu'on essaye de monter un peu au créneau. Et puis de dire les choses, en fait, parce qu'il y a eu des fois où ça m'énervait. Parce qu'à un moment donné, au bout d'une réunion, 2 réunions, où on a un peu cet effet, pareil, je vais pas me faire de copains, hein, mais on a un peu un effet de qui est le meilleur dans la salle et qui parle le plus fort et qui a réussi les meilleurs. Voilà, je vois des réactions, mais évidemment que ça doit parler à certains. Oui, en fait, et puis après, il a fallu le dire en face, les yeux dans les yeux, en disant, je pense que là, c'est too much, quoi, comme comportement. Comment on revient à, est-ce qu'on ne devait pas prendre des décisions dans cette réunion? Est-ce qu'on ne devait pas revenir à du concret? Bon, oui, ça, c'est des choses que j'ai dû faire. Et puis après, le deuxième, c'est pas non plus un comportement déplacé, mais c'est intéressant parce que j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, c'est que quand j'ai pris ma place de direction industrielle, direction des fabrications, en fait, je suis devenue la boss de mes collègues. Ah oui. Et il y en avait un ou 2 qui auraient bien voulu prendre ma place, évidemment, en fait, ou en tout cas être à ma place. Et donc, là aussi, ça se fait pas en deux jours, ni en 2 mois, ni voilà, mais en quelques mois, à la fois. À l'époque, je me suis, quand je rentrais chez moi, posé pas mal de questions. J'avais des réunions qui se passaient pas toutes très bien comme j'aurais voulu. Et en fait, j'ai joué 2 cartes. J'ai joué une carte de, il faut donc réussir à travailler cet esprit d'équipe. J'avais une équipe de
7, 8, après ils sont passés à 9 directeurs de site. Comment je crée une équipe, comment je l'alimente, c'est quoi le sujet, qu'est-ce qu'on va embarquer, c'est quoi la vision et qu'est-ce qu'on a envie de faire en équipe. J'ai été chercher parmi eux des team players qui m'aidaient, sur qui je me reposais, avec qui dans l'interaction, dans ces réunions, voilà, qui étaient parfois un peu houleuses, j'avais des appuis forts. Et puis, à un moment donné, ça a basculé. Et puis le deuxième élément, c'est aussi de travailler avec ces plus fortes personnalités. Là, c'était pas du tout en équipe, mais en one-to-one sur la façon dont eux allaient avancer et être collaboratifs, ou en tout cas comment on allait construire dans cette diversité de personnalités. Voilà, avec le courage parfois de dire les choses en face aussi quand on a des comportements qui sont parfois un peu compliqués à gérer. Un peu too much. Est-ce que tu pourrais partager avec nous ta vision actuelle de la supply chain et surtout le rôle des femmes dans ce métier de la supply chain? J'élargis, là je reste pas que dans le cadre industriel, direction industrielle, j'essaie d'élargir un petit peu. Comment tu vois toi le métier de la supply chain, les évolutions et la place des femmes dans ce métier? Alors, c'est un métier qui est en constante évolution. C'est un métier où on va devoir composer, évidemment, et c'est déjà démarré, sur les enjeux demain de développement durable. Quand on se parle du transport, quand on se parle des matières premières, quand on se parle des transformations et de l'énergie. Pour moi, c'est l'enjeu quelque part un peu clé, couplé également à des made in de proximité qui donnent finalement une complexité quelque part au plan et aux stratégies qu'on va appuyer ou qu'on va écrire pour demain. Le deuxième enjeu pour moi majeur, c'est cette notion, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, cet enjeu de diversité. Et là où pour moi les femmes ont une part à jouer extrêmement forte, elles sont multitask dans leur vie personnelle. Elles sont donc forcément une très grande force dans des métiers où, comme je le disais tout à l'heure, on peut être la tête dans le guidon et on peut faire dans des journées, dans les opérations, dans la supply chain, des dizaines de sujets extrêmement différents dans une seule journée. Je pense qu'en fait, c'est potentiellement une force que les femmes ont et sur laquelle elles peuvent réellement s'appuyer. Couplé à une diversité dans les équipes ou dans des enjeux, en fait, c'est quand même un peu ça. Aujourd'hui, les environnements géopolitiques, les environnements d'entreprise, on le voit bien, on vit des années où on n'est pas capable de prédire entre le début et la fin de l'année ce qui va se passer. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'équipes extrêmement diversifiées pour, à chaque fois qu'on observe finalement un aléa, une montagne devant nous. Voilà, pour la montée, on a besoin d'être nombreux, je pense, et d'être divers quand on est en train d'envisager l'avenir. Voilà. C'est une force en fait, c'est ce que tu veux dire. C'est une force nécessaire en fait. Et toi, Marie, comment toi tu les envisages, les femmes en supply chain justement, et ces métiers de demain? Je pense qu'on est sous-représenté et qu'aujourd'hui c'est un frein au développement. En tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai vécu dans ma carrière professionnelle. J'ai d'ailleurs du mal à trouver des rôles modèles. C'est pour ça que je suis ravie de pouvoir faire ces webinars et de donner accès à tout ça à une population plus large. C'est pas toujours facile d'avoir des témoignages de femmes. Quand j'organise des forums, j'arrive pas à la parité, par exemple. Et pourtant, c'est une cible personnelle que je me donne. Je pense que c'est nécessaire. Moi, j'ai commencé en supply en 95-96. On était très peu de femmes. On a à peu près le même âge, Valérie. Donc, il y avait très peu de femmes. Et c'est vrai que pour s'identifier, pour avancer, pour se légitimiser, souvent, on doit compter que sur soi. Et donc, je le vois comme un nécessaire développement parce que les entreprises peuvent pas se priver de cette ressource. On manque de ressources, on manque de bras. C'est un secteur qui se développe, c'est un secteur stratégique et donc il n'y a pas le choix. Donc je fais tout pour attirer les femmes vers ces métiers-là, mais le débat est plus complexe en fait. D'une manière générale, sur les métiers engineering,
on a du mal à rendre la chose attractive auprès des jeunes filles. Et je pense que c'est bien en amont qu'il faut agir. Voilà. Donc au niveau de la communauté, on va essayer d'avoir des actions effectivement au niveau des lycées. Et dans mon quotidien, j'essaie d'en parler, mais c'est pas un métier. La difficulté qu'on a, Valérie, c'est que c'est pas un métier facile à expliquer. En fait. Voilà. Donc on y travaille avec France Supply Chain, mais c'est pas un métier facile à expliquer. Et je pense que c'est ce qui rend limitante notre attractivité. Voilà comment moi je le vois. Je te rejoins complètement et ça y est, nous on a d'ailleurs il y a 2 directrices de sites avec lesquelles et qui ont pris le sujet, avec lequel on travaille activement et le parti aujourd'hui qu'on a pris, c'est effectivement l'orientation. Et l'orientation, c'est alors le collège, mais c'est le lycée. Avoir des femmes dans les écoles d'ingénieurs, il faut donc démarrer maintenant, il faut venir en parler au lycée pour éviter, ou en tout cas pour accélérer le fait que certaines jeunes filles aujourd'hui pourraient se dire les maths c'est compliqué, les maths c'est fait pour les garçons, donc en fait je laisse tomber les maths. Ben non, en fait, on a besoin voilà, de femmes, les filles sont extrêmement... en tout cas, savent faire des maths, donc comment on les embarque et comment on leur explique les futurs jobs pour qu'elles aient envie d'y aller. Ouais, et bon, avec en plus une difficulté de cette réforme du bac qui demande à nos très jeunes de choisir et de se projeter et de prendre des décisions qui vont impacter la suite en fait. Bien sûr. Voilà, c'est un petit problème supplémentaire qu'on leur a créé. Donc la vision de la supply chain, tu le disais, c'est quelque chose qui va faire, enfin c'est un métier qui va faire face à plusieurs enjeux. On est d'accord toutes les deux pour dire que les femmes vont effectivement jouer un rôle prépondérant. Si je faisais une petite rétrospective, il est 6h15, est-ce qu'il y a des choses que toi tu ferais autrement? Si on te permettait de rembobiner l'image, est-ce qu'il y a des décisions différentes que tu prendrais? Est-ce que tu irais plus vite? Est-ce que tu irais plus lentement? Ou est-ce que tu changerais rien? Ce que j'aurais été chercher plus vite, c'est ce dont on se parlait tout à l'heure, c'est la notion de feedback de 360 et de coaching. D'accord. Je reviens au sujet de en fait, plus tôt on gagne en confiance en soi, plus tôt on construit sa légitimité et plus facile est la dynamique d'évolution, d'oser avancer, d'oser se proposer, se présenter. Comment, voilà. Je pense que en fait c'est ce sujet en fait qui aurait pu voilà, être différent si on avait à refaire le film. Et d'ailleurs, sur cette partie coaching, concrètement, toi, tu es allé chercher ton coach? C'est au sein de ton entreprise qu'on te l'a proposé ou c'était dans ta sphère autour de toi des gens que tu connaissais ou des gens qui s'étaient Non, fait c'était coacher? au sein de l'entreprise. Donc j'ai eu la chance, c'était au sein de l'entreprise. Oui, c'était au sein de l'entreprise. Et donc, en fait, voilà, l'élément structurant dans la proposition, moi, je n'en avais pas fait avant, m'a amené à dire qu'en fait, il faudrait plutôt qu'on le touche du doigt plus tôt. Et aujourd'hui, nous, on y a réfléchi avec les ressources humaines chez nous pour que finalement nos jeunes arrivés en équipe de direction sur nos sites aient des coachings. Alors, c'est pas des coachings très longs, mais en fait, le lien, quelqu'un qui accompagne une prise de poste est probablement quelque chose aujourd'hui qu'on voudrait faire de façon un peu plus formalisée et un peu plus régulière, en fait. Un espèce de parrainage? Alors, ça peut être en interne, mais le coaching, c'est souvent avec une personne extérieure, en fait. D'accord, voilà. oui. Et donc, en fait, ça participe à un onboarding métier et avec un lien qui est un lien avec un coach extérieur. D'accord. Et ça, pour certaines positions uniquement? Oui, pour les équipes de direction des sites déjà, puisque finalement, c'est l'équipe dirigeante de chacun de nos ateliers de fabrication. Et on a besoin, et aujourd'hui, on est heureux, on a 50% de femmes dans ces équipes de direction, mais il faut continuer. Et là, pour le coup, le coaching, ça vaut pour les hommes et pour les femmes, donc je suis même pas sur le sujet homme-femme. Mais aujourd'hui, on fait des paris qui se révèlent positives pour faire monter en équipe de direction des jeunes, et c'est extrêmement bien dans leur carrière, mais il faut les accompagner, et ça peut se faire sous cette forme-là en tout cas. Si maintenant je vais te demander de te projeter là dans les quelques minutes qui nous restent avant qu'on fasse monter Françoise sur scène pour les questions qui ont été posées.
Comment tu te vois, toi, dans les années qui restent? Est-ce que tu souhaites rester dans l'industrie? Est-ce que tu souhaites étendre encore plus ton expérience? Changer de secteur? On est entre nous, hein, tu peux le dire. Ou au contraire, changer de poste en restant dans le même secteur? Comment tu te projettes? Est-ce que tu y as réfléchi ou est-ce que tu as encore la tête dans le guidon? Non, 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 j'y ai réfléchi. En fait, l'avantage, c'est faut se laisser beaucoup de possibilités et d'opportunités. Moi, mon envie, évidemment, est de continuer d'ouvrir, d'augmenter mon scope de responsabilité. Il y a des directions des opérations de façon extrêmement, enfin, qui ont des scopes larges, plus larges, et donc c'est vraiment quelque chose auquel j'aspire dans le monde de la maroquinerie, pardon, mais pas que, en fait, voilà. Et donc, voilà, les opportunités. Je suis en train de construire, pareil. Voilà, je pense que ça se construit de façon proactive. Donc, je suis en train de construire la suite, en particulier avec mon manager et puis avec les DRH chez nous. Tu as toujours eu cette démarche, Valérie, d'anticiper ou c'est avec l'expérience que tu l'as mise en place? Non. Et justement, c'est un peu ça, c'est qu'il y a aussi eu un certain nombre de fois où, quand on est dans quelque chose qu'on nous propose, qu'on n'attendait pas, ben voilà, on est heureux, on se dit, ah bah tiens, quelle belle opportunité. L'avantage aussi de l'expérience, c'est de construire quelque chose où maintenant on devient proactif, où on nourrit de l'apprentissage, de l'ouverture pour moi à l'extérieur du réseau pour construire le step suivant, en fait. Et voilà, c'est quelque chose qui est assez passionnant et très intéressant à faire, en tout cas. C'est la sagesse. Françoise, tu montes sur scène avec nous pour prendre la main sur les questions? Oui, tout à fait. Bonsoir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. Si on reste sur tout ce qui était mentorat, etc., est-ce qu'il faut, au-delà même du coaching, essayer de trouver une personne de confiance, en fait, la bonne personne dans les entreprises pour pouvoir nous accompagner en tant que mentor et en tant que jeune, en fait, dans des entreprises où le système n'est pas forcément, entre guillemets, démocratisé. Comment est-ce qu'on fait? C'est un point qu'on n'a pas abordé, c'est un point qui est extrêmement important et intéressant. Je l'englobais un peu dans la notion de réseau, mais le mentorat va plus loin, le lien avec les rôles modèles. Oui, c'est important parce que ça structure, en fait, c'est-à-dire que l'échange qu'on peut avoir, et aujourd'hui, moi, ça m'arrive assez souvent, et pas plus tard qu'hier où j'étais en entretien de recrutement avec quelqu'un dans nos équipes, et à la fin, la dernière question, parce qu'au milieu de la conversation, il y a eu une petite allusion à l'équilibre entre les hommes et les femmes dans les équipes, et ben elle a osé me poser la question, et c'était plutôt assez intéressant, en disant, mais Valérie, aujourd'hui, quand j'interviens, j'ai l'impression de manquer d'impact. Est-ce que c'est parce que je suis une femme? J'ai trouvé ça extrêmement intéressant, en fait. Et comment on provoque ça? C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément du mentorat officiel partout. Mais je pense qu'aucune femme refuserait de répondre à des questions proposées en toute simplicité sur finalement comment faire quand on est dans une équipe et qu'on a l'impression de ne pas avoir suffisamment la parole, comment faire pour oser plus. Voilà, je pense que oui, c'est important. Je pense qu'on devrait de plus en plus, et c'est le cas aujourd'hui dans certaines entreprises, déterminer pour les jeunes des mentors, avoir une stratégie de mentorat, parce que c'est ça qui oriente, c'est ça qui facilite forcément l'interaction et la prise de parole. Mais je pense aussi qu'on peut le faire assez simplement. Voilà, en individuel, on a des relations quand même dans la plupart des entreprises assez simplifiées. Comment on profite en fait d'échanges pour pouvoir aussi oser poser une question ou une autre, quoi. Ok, merci Valérie. Or, si on reste un petit peu, vous parliez du fait que vous étiez peut-être en cours d'embauche de personnes. On avait une question sur les 3-4 compétences intrinsèques qui sont nécessaires au niveau de poste où vous êtes actuellement. Alors, reprends ta fiche de poste, hein,
Euh, alors, je dirais quand même la vision d'ensemble, en fait, hein, savoir stratégiquement où on veut aller, où on emmène ses équipes, et pour moi est un point clé. Mais en parallèle de ça, parce qu'on peut tous avoir une vision et être un peu hors sol et se dire c'est super, on ne fait qu'embarquer les équipes, voilà. En fait, quand on est dans les opérations, il faut avoir ça, mais de façon très pragmatique. Il faut en fait au quotidien être capable sur un site d'être au milieu des équipes de fabrication. Il faut, c'est pas simplement regarder, il faut s'intéresser, il faut creuser, il faut être finalement au cœur des sujets et des sujets qui sont des sujets de fabrication, des sujets de qualité. Pour moi, c'est cette double capacité à voir les choses et prendre les choses avec de la hauteur et du recul, mais être aussi capable de zoomer, parce qu'il y a parfois des prises de décision où on a juste besoin de comprendre en fait un peu plus précisément de quoi on se parle pour ne pas avoir enfin, en tout cas de réponses qui ne soient pas adaptées. Et si je peux me permettre de compléter, Valérie, je trouve que c'est essentiel pour avoir de la légitimité, d'effectivement avoir cette connaissance terrain pour pouvoir prendre des décisions qui font sens également par le prisme collaborateur. Bien sûr. Pour reprendre ton expression de tout à l'heure. Et que trop souvent, c'est oublié en fait. Ouais, voilà. Cette petite parenthèse que je me permets de faire. Et puis le troisième point, après je m'arrêterai là parce que j'en ai pas plus, mais à date, mais on est éternellement aujourd'hui dans des entreprises qui travaillent en mode projet, qui travaillent en collaboration, mais de la collaboration qui doit être efficace, qui doit amener du résultat. Donc le travailler ensemble, embarquer, je le disais tout à l'heure, juste pour reprendre l'exemple, quand on est en transformation des organisations du travail et qu'on doit embarquer 5000 collaborateurs, évidemment le mode projet pour éclaircir sur les enjeux, faire travailler l'ensemble des parties prenantes pour monter des groupes de travail, faire avancer, reculer, se trouver et interagir pour trouver une solution qui soit la plus efficace et efficiente possible. Ensuite, bon là, en l'occurrence, il y avait des négociations derrière, mais sur les autres sujets, c'est pareil. On veut arriver à un collaboratif, mais un collaboratif qui soit efficace. Ça, évidemment, aujourd'hui, c'est un sujet qui est majeur dans les dynamiques qui sont les nôtres actuellement. Oui, et ça répond aussi à certaines questions par rapport au management. On avait une question, comment motivez-vous ou fédérez-vous vos collaborateurs? Est-ce que vous avez un management participatif? Donc, je pense que voilà, on y a répondu. Et puis, il y avait une question, est-ce que le management est inné ou est-ce qu'il s'apprend? Ça, c'est une super question. En fait, je suis pas assez biologiste pour savoir si c'est inné ou... Mais en fait, moi, je me suis rendu compte, cette première expérience, je me retrouve à piloter une équipe à la place du responsable qui était parti en congé maladie longue. Et en fait, j'étais en direct avec l'équipe, j'avais pas pris du temps, j'avais pas eu de formation, et il a bien fallu à un moment donné que je m'exprime, qu'on démarre ensemble, qu'on se relève les manches, qu'on regarde où on en était et qu'on essaye d'avancer. Donc, il y a probablement quelque chose qui est de l'ordre de l'instinct, en tout cas, parce que moi, je l'ai vécu comme ça et parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui marchaient. Par contre, après, on apprend, en fait. On apprend à prendre de la hauteur, on apprend à exprimer, on apprend à se dire que plus on explique aux gens là où on veut aller et ce qui se passe, plus, dans ce qu'on se disait tout à l'heure, on les embarque. Et là, il y a une capacité, et alors, Dieu sait s'il y a des formations pour ça, et qui sont en plus à utiliser les unes en parallèle des autres. Donc, il y a de l'aide qu'on peut aussi avoir. Et puis, le dernier élément, il y a comment on s'exprime, comment ensuite... Il y a des choses qu'on apprend, par contre, sur l'impact. L'impact qu'on peut avoir quand on est manager, on peut être dans le contenu, mais il y a éventuellement aussi, évidemment, l'impact que l'on a aussi dans les messages qu'on porte, en fait. Et ça fait aussi partie du job de manager.
Il nous reste 1 minute, Valérie. François, je suis désolée, on va pas pouvoir répondre à toutes les questions, parce qu'on avait fixé une heure limite. C'est ça. Valérie, je vais te laisser le mot de la fin. Celui-là, il n'était pas prévu. Est-ce que tu as trouvé le slogan pour les opérations? J'y ai pas réfléchi parce que j'étais dans la conversation avec vous. Non, je dirais juste, c'est pas un slogan. Moi, je voudrais juste conclure en disant l'importance que peuvent avoir, et moi je me suis rendu compte de ça à chaque fois qu'on a des visites dans nos ateliers. On a finalement des visiteurs qui se retrouvent en proximité, et je reprends mes termes de tout à l'heure, du produit, des artisans, des services supports qui coordonnent et qui font toute notre supply chain autour de la fabrication et même de l'arrivée des matières jusqu'au départ des produits finis. Et aujourd'hui, il n'y a pas une seule visite avec des gens qui ne repartent pas avec des étoiles dans les yeux. Ouais. Quelque part, je sais peut-être même mieux que toi tout à l'heure, pour moi, les opérations, et ça, c'est pas du tout pour brosser un paysage magique et extraordinaire. Mais oui, au quotidien, il y a un enjeu de faire vibrer, il y a un enjeu de ce contenu qui est extrêmement intéressant, impactant, et qui fait qu'aujourd'hui, avec les collaborateurs avec lesquels on travaille, oui, il se passe souvent quelque chose de plus fort simplement que la relation de travail, parce qu'au cœur des métiers des opérations, il y a des produits, il y a des hommes, et il y a des résultats incroyables. Voilà. Je te remercie Valérie. Je retiens les mots forts que tu as répétés beaucoup de fois. C'est l'impact. Donc, je retiens que c'est un métier impactant. Ouais. L'humain est au cœur des préoccupations. Tu l'as beaucoup cité. L'amour du produit. Ça, on a bien compris que c'était quelque chose qui était pour toi très important. Et le fait que c'est un rôle central qui derrière fait sens. Donc j'espère qu'on a pu donner envie aux personnes qui nous ont écoutés de travailler dans les opérations, dans l'industrie, quel que soit le secteur d'activité. Exactement. Voilà, c'est ça le plus important, de rejoindre la supply chain qui est vraiment un métier impactant. Là-dessus, je te rejoins complètement. Pour ceux qui n'auraient pas pu participer à ce webinaire ou qui n'ont pas pu aller jusqu'à la fin, je tiens à vous signaler que donc le replay sera disponible sur le site de France Supply Chain pour les adhérents, que de toute façon, vous allez voir sur les réseaux LinkedIn et autres au sein de France Supply Chain, voir circuler des articles en lien avec ce webinaire. Et pour les questions pour lesquelles nous n'avons pas pu répondre, eh bien, vous trouverez des éléments de réponse dans les articles que Hélory nous mettra à disposition. Merci beaucoup Valérie, merci Françoise pour la veille des questions, merci Hélory pour toute la technique et c'est la fin de ce premier webinaire de 2024 et j'espère qu'il y en aura d'autres tout aussi intéressants. Merci. Merci.